Oui. Dernière question sur les sons. Vous avez parlé de ces langues qui ont ces structures communes, mais il me semble qu'il y a des langues orales qui ne sont pas basées sur la même structure, comme ce qu'on a entendu dans le film Les dieux sont tombés sur la tête. On voit une population qui claque de la langue, en fait. Alors, donc la question, elle est sur est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a une structure commune? Est-ce qu'on peut tenir cette idée jusqu'au bout au niveau des sons? Et notamment sur cet exemple des dieux sont tombés sur la tête, hein, c'est ça, avec ce qu'on appelle les clics, c'est-à-dire les... donc, qui existent dans les langues. Les clics, ce sont des objets phonétiques comme les consonnes et comme les voyelles. Donc, si vous voulez, la description que font les phonéticiens à l'heure actuelle des 6000 langues du monde, c'est qu'ils considèrent que toutes les langues orales sont faites des mêmes objets dans lesquels il y a plein de catégories, et les clics font partie de ces catégories. Simplement, nous, Français, nous n'utilisons pas les clics. Les Sud-Africains utilisent les clics. Nous, on utilise les nasales, les Anglais n'utilisent pas les nasales, c'est-à-dire celles dont je parlais tout à l'heure, les voyelles nasales 1 ou 1. Donc là, la réponse, ce serait clairement que les clics, ce n'est pas quelque chose qui fait sortir du système classique, ça fait partie des... Si vous voulez, on a des cartes en main, et dans ces cartes, il y a des voyelles, il y a des consonnes, et dans les consonnes, il y a des clics. Ils font partie des cartes. Voilà. Donc, je peux en prendre encore, hein, mais éventuellement, je continue, et puis on revient. Par contre, je n'oublierai pas la question de la référence. Voilà. Donc le second point, c'est que je voudrais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que produire des sons. Du coup, les clics en font partie, hein, même si j'en parlerai pas spécifiquement. Et juste donc vous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est que la production des sons et quel genre de problème ça pose. Et je vais partir de là par des notions qui ne sont pas de la production de la parole, mais qui sont de l'acoustique. Et je vais vous montrer pendant 2 slides des petites choses d'acoustique que vous ne connaissez pas forcément, alors que vous connaissez tous les sons de la musique et vous écoutez tous de la musique d'une manière ou d'une autre. Et ça amènera des concepts très simples, mais au fond qui ne sont jamais vraiment bien spécifiés dans la tête des gens et qui vont nous aider après sur la parole. Donc j'oublie une seconde la parole et je voudrais juste vous faire... D'abord, je vous montre quelque chose, mais je ne vais pas vous bassiner avec. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait un peu de maths ou un peu de traitement du signal, ils vont être à l'aise avec ça. Voilà 3 représentations possibles de ce qu'on appelle un son pur. Alors je vous fais d'abord entendre un son pur. On a des petits problèmes de son, donc il n'y a pas de sonorisation dehors. Je pense que mon Mac est assez puissant, donc vous verrez si vous entendez. Je vous en fais entendre un second parce que celui-là est tellement grave qu'on n'entend pas bien. Puis après, je vous commente. Là, je viens de vous faire entendre 4 sons un peu moches, un peu pauvres, qu'on appelle des sons purs. Les sons purs, c'est, pour ceux d'entre vous qui connaissent les transformés de Fourier et des représentations de signal, c'est une fréquence unique. Donc ça, c'est la représentation dans ce qu'on appelle le spectre, c'est ma colonne du milieu. C'est une fréquence, un spectre. En abscisse, c'est-à-dire horizontalement, j'ai les fréquences. En ordonnée, j'ai les intensités. Et vous voyez que j'ai pris 4 sons purs successifs qui ont des fréquences de plus en plus hautes. Et ces fréquences, en fait, la deuxième était le double de la première, la troisième était le triple de la première, la quatrième était le quadruple de la première. Et ceux d'entre vous qui ont fait un peu de musique, ils ont pu entendre que quand on double, ça passe à l'octave, quand on triple, ça passe à la quinte, quand on quadruple, ça passe à l'octave du dessus. Hein, je vous le refais un coup. La première, on n'entend pas bien parce qu'elle est très grave. Je remonte parce que sinon, ça va tout tracer. Eh ben non, parce que j'ai pas tracé. On y retourne. Voilà. Et en tout cas, vous serez tous d'accord sur le fait que ça monte. Plus la fréquence est aiguë, plus ça monte. L'autre représentation possible, c'est le signal au cours du temps. En abscisse, il y a le temps, en ordonnée, il y a du signal. Ça, c'est la forme de l'onde de pression qui vous est arrivée dans l'oreille quand mon ordinateur l'a jouée, qu'elle a été transportée par l'air jusqu'à votre oreille. C'est ça qui est arrivé à votre oreille, c'est cette forme-là, au cours du temps, le signal. Donc en abscisse, le temps, en ordonnée, la pression acoustique sur votre tympan dont on parlera tout à l'heure. Et puis ça, éventuellement, c'est une représentation temps-fréquence. En abscisse, le temps, en ordonnée, la fréquence, et en niveau de grille, l'intensité. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Je vais jouer ensemble les 4 sons. Et je voudrais que vous me disiez ce que vous allez entendre. À votre avis, si je joue les 4 en même temps, donc on va voir vite après, je voudrais que vous me disiez, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je joue les 4 sons en même temps? Qu'est-ce qu'on entend? Allez-y, dites-moi tout, et puis je dirai ensuite tout ce que j'ai entendu, et ensuite on juge. Ah, d'accord. Donc en gros, on a en gros 2 jeux de réponse, et c'est normal. Hein. La première, c'est puisqu'on en met 4, on en aura 4, en ajoutant que c'est un accord.
Et puis la deuxième, c'est ben non, quand on en met 4, on en a un. On en a un avec des harmoniques. On en a un avec des harmoniques, mais ça veut dire quoi? Ça, un avec des harmoniques, c'est une description littéraire, mais l'oreille, elle va dire quoi? Elle va dire un ou elle va dire un avec des harmoniques? Un sol moins pauvre. Donc on tranche. Hein, on écoute ça. Donc la réponse, c'est un sol moins pauvre. Alors vous pouvez trouver que c'est pas tellement moins pauvre, parce que c'est pas si joli que ça, mais c'est quand même la chose importante à comprendre au départ, c'est que dans ce cadre-là, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1, clairement. 4 sons harmoniques ensemble, ça donne un son. Simplement, ce son, il a la même hauteur que le premier. Alors le premier, il est tellement faible qu'on n'entend pas beaucoup, hein, je vous le rejoue. Et celui-là, il a la même hauteur que l'autre, mais il est plus fort, différent, plus intense. Éventuellement, ceux d'entre vous, certains d'entre vous peuvent dire, mais si, moi j'ai l'impression que j'entends les harmoniques, peut-être. Mais enfin, en gros, c'est pas ça quand même qu'on perçoit massivement. Par contre, si je les décale dans le temps, si je les juge l'un après l'autre, là, on aura au début les 4, puis petit à petit, on les perdra. C'est un peu court, hein, mais je vous le rejoue quand même. On n'entend pas bien le premier, vous n'entendez pas, vous entendez ta-da-da, vous entendez le 2 et le 3 et le 4, et puis très vite après, vous entendez un machin unique, qui est le même que celui du dessus, parce que l'oreille, elle a pris ça comme un son unique. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que 4 sons mélangés, s'ils sont parfaitement harmoniques, ça se perçoit comme un seul son. Et la raison, en fait, elle est assez simple. Ce qui fait la hauteur d'un son, c'est ce qu'on appelle sa période, c'est-à-dire le temps au bout duquel il se répète égal à lui-même. Vous voyez qu'ici, j'ai des sons qui sont sans arrêt répétés égaux à eux-mêmes au bout d'un certain temps, de plus en plus rapides, parce qu'ils sont de plus en plus égaux. Et si je mélange les 4 ensemble, je trouve un son qui lui aussi se répète égal à lui-même, et il se répète égal à lui-même au bout du même temps que le son le plus grave, qui est tout en haut. Hein, c'est hyper classique en termes de traitement du signal, mais c'est bien de le voir représenter une fois. Et la leçon de tout ça, c'est que quand on mélange des sons, si c'est des harmoniques, on entend un seul son plus riche. Mais du coup, ça veut dire qu'on commence à arriver à une notion double en perception auditive, qui est la hauteur et le timbre. Hauteur, c'est est-ce que c'était grave, est-ce que c'était aigu. Le timbre, c'était riche, c'était pas riche. Alors on va voir qu'avec le timbre, on peut faire plein de choses assez marrantes. Par exemple, je vous fais entendre 5 sons qui ont des contenus spectraux différents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes, vous voyez, ils n'ont pas les mêmes fréquences, mais ils sont tous des multiples de la fréquence la plus grave. Hein. Vous voyez, tout cela, c'est des fréquences qui sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 du même son grave au double. Alors je vais vous jouer tous ces sons et vous allez entendre ce qu'ils ont de commun et ce qu'ils ont de différent. Les 2 premiers, on les a déjà entendus. Et puis je vais faire entendre à partir de là et vous allez voir qu'il se passe des trucs. Donc vous avez éventuellement entendu A, I, OU, assez clairement le I, pas mal le A, pas terrible le OU, mais quand même en gros. Hein. Donc là on commence à voir un truc un peu magique, qui est que, en jouant simplement sur les intensités de mes raies, en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ce qu'on appelle des raies, c'est-à-dire des fréquences pures, je vous balance ces fréquences pures dans votre cerveau, dans votre oreille, je m'amuse simplement, alors ces fréquences pures étant toutes des multiples du même truc, ça a tous la même hauteur, A, I, OU, c'est tous la même note, mais rien qu'en jouant sur les valeurs des pics, les valeurs des raies, hein, des valeurs des composantes fréquentielles, on change le timbre. Et on le change tellement bien qu'on commence à entendre des voyelles différentes, des A, des B. Donc la leçon de tout ça, alors ça c'est dû notamment aux endroits où il y a les maximales, les pics, mais je ne vais pas forcément commenter ça. Du coup, on va faire une autre chose et je vais revenir là-dessus après. Comment est-ce qu'une voyelle s'est produite? Une voyelle s'est produite d'abord par un excitateur, c'est-à-dire que j'ai mon ventre qui pousse mes poumons, les poumons font sortir de l'air qui passe dans mes cordes vocales. Là, j'ai des cordes vocales qui sont 2 petites cordes. Quand l'air passe dedans, elles se mettent à vibrer. Et en vibrant, ça fait un son qui a une certaine hauteur. Et si je change la caractéristique de mes cordes vocales, je change la hauteur. Je suis en train de changer ce que je fais sur mes cordes vocales et ça change la note. Ça donne un signal. Donc ça, si vous voulez, ce dessin un peu horrible qui est ici, je ne vous ai pas amené des vrais films, mais c'est très classique. C'est un dessin que je verrai si je peux plonger dans votre bouche et regarder vos cordes vocales en endoscopie, enfin par une petite caméra. Ça se fait très bien, il y a beaucoup de travaux là-dessus.
Et je vais voir au cours du temps vos cordes vocales qui s'ouvrent et qui se ferment. Et puis le signal qui sort de là, et bien ça c'est la pression acoustique qui sort de mes cordes vocales. Vous voyez, c'est un joli son périodique avec une certaine hauteur qui correspond à la note que je vous ai jouée. Et puis ensuite, ce son, il entre à l'intérieur de ma bouche. Et en passant dans ma bouche, eh ben, il change de son. Parce qu'il y a dans ma bouche ce qu'on appelle des résonateurs, qui changent la forme du signal qui sort de ma bouche. Et ces résonateurs, ils vont dépendre de la manière dont je mets ma langue, mes lèvres, pour faire un A, I, ou. Ça va changer ce qui sort du signal. Et du coup, à la fin, vous voyez que le petit signal qui est au-dessus n'est pas pareil que le signal qui est au-dessous, et le signal qui est au-dessus, c'est la voyelle qui sort. Alors, on va avancer un peu, vous allez voir qu'à la fin, ça va devenir, les choses importantes vont devenir assez simples.